La présentation que je vais faire, c'est pas une présentation bien structurée ni finalisée, que c'est pas basé sur un papier encore, mais c'est juste une présentation basée sur mon expérience à l'ILC, afin d'engager ces débats avec vous, avec les gens qui travaillent sur des données, qui sont intéressés également par les questions en sciences société, etc. Et pourquoi pas mieux conceptualiser la question pour des papiers par après, mais donc c'est une première réflexion. Elle se base également sur mon expérience à l'ILC, International Land Coalition, qui est une coalition de membres, de 350 membres, principalement société civile, au sens large, donc OP, grassroots organizations, mais également organismes multilatéraux. Et vous allez voir ce positionnement au sein d'une coalition de ce genre, qui est très originale, a un impact sur ce que je fais et ce qu'on peut faire avec les données. Voilà. Juste avant de rentrer dans les détails de cette discussion, 2-3 points d'introduction. Un premier point sur ce que vous connaissez bien, je pense, c'est la data value chain que vous voyez ici. Mais où je pense la majorité d'entre nous, la majorité d'entre chercheurs se trouvent sur le côté gauche, sur le côté développement des données et publication. Tandis que cette présentation-ci va se focaliser plus sur la partie droite de la value chain, plus sur l'usage, donc sur l'uptake et l'impact de ce que nous, on peut faire comme chercheurs et comme créateurs de connaissances et créateurs de données. Mais vous allez comprendre rapidement dans ma présentation que même si la réflexion, le focus de la présentation se trouve sur la partie droite, que ça pose énormément de problèmes sur la partie gauche, donc sur la partie production. Donc, travailler ou réfléchir sur l'usage questionne également la façon dont on travaille et la façon dont on produit ces données. Deuxième point d'introduction, c'est le pourquoi. Pourquoi cette réflexion sur la démocratisation ? Tout d'abord parce que je me pose la question de ce que je fais, la pertinence de ce que je fais et l'impact de ce que je fais en ce qui concerne la création de données et mes recherches au sens large. Mais également plus contextuel. On voit depuis une dizaine d'années, en tout cas dans le secteur foncier, énormément d'initiatives de création de données. En ce qui me concerne, moi, ça a commencé en 2008-2009 avec la montée des acquisitions foncières et des investissements à grande échelle dans le foncier et les pratiques non transparentes autour de ces investissements et le besoin de plus de transparence, le besoin de documenter ces pratiques, ces acquisitions. Et depuis, on a vu quand même énormément d'initiatives se développer, y compris chez nous, donc au CIRAD et avec nos partenaires, en particulier un projet que vous connaissez bien, la Land Matrix. Mais ce n'est pas seulement autour des acquisitions foncières, c'est également autour des terres collectives qui souvent ne sont pas dans les statistiques nationales. Les statistiques nationales sont souvent sur des données administratives, donc sur des terres titrées ou documentées en tout cas. Et comme vous le savez, les terres collectives, communautaires, communales, dépendant des législations, sont souvent absents parce qu'elles ne sont pas titrées, souvent pas titrées, pas documentées, etc. Et donc, elles ne font pas partie des statistiques et ne font pas partie de la politique. Donc, les politiques ou les mesures prises sur ces terres se basent sur des données autres qui ne les concernent pas, etc.
Et là aussi, on voit quand même des nouvelles initiatives qui essayent de couvrir ce manque au sein du secteur foncier, ce manque de données au sein du secteur foncier. Ça représente quand même pas mal de terres, ces terres collectives, c'est 80%. Donc on base les politiques en Afrique par exemple entre 60 et 80%, dépendant des pays. Et donc on voit vraiment là, même si on est même si on crée des données, des politiques qui se basent sur vraiment une petite partie de données ou d'informations sur les terres titrées. Et troisièmement, troisième aspect contextuel, ce sont les ODD. Donc les ODD qui ont repris qui ont été développés après les Millennium Challenge Goals. Je ne connais pas en français, mais et pour la première fois, il y a le foncier au sein de ces cadres globaux. Et de plus en plus, tous les cadres globaux maintenant incluent le foncier, incluent des indicateurs sur le foncier, et en tout cas pour le foncier, mais je pense plus en général, ont poussé à une ouverture sur les données, à une démocratisation des données, à des approches plus participative autour de la création, de la gestion et de la propriété des données. Mais bon, au sein de ce contexte, on voit quand même que même si les choses ont avancé par rapport aux données, très peu d'impact sur nos pratiques. Les pratiques n'ont pas changé. Par exemple, en ce qui concerne les acquisitions foncières, on vient de finaliser un rapport basé sur la Land Matrix où on est allé regarder dans le cadre de cette prolifération de données, qu'est-ce qui a changé effectivement sur le terrain. Et on voit que rien n'a changé. Donc on a plus de transparence aujourd'hui, mais les pratiques des investissements agricoles restent les mêmes. Très peu de politiques se basent sur ces données qui existent aujourd'hui. Dans les pays où je travaille ou sur les plateformes multi-acteurs dans lesquelles on travaille et dans lesquelles on introduit ces données, on voit que très peu de ces politiques sont renseignées par cette nouvelle vague et cette prolifération de données. Et le dernier point sur les ODD. Donc, on a des ODD fonciers aujourd'hui, il y en a 3. 1.4.2 sur la sécurisation foncière, 5.1 sur les pratiques autour des droits de la femme à la terre et 5.2 sur la législation des droits des femmes à la terre. Et là encore, on a ces indicateurs, mais on voit que très peu de pays ont rapporté par ces indicateurs. 1.4, il y a 1.4.2, 24 pays, 5.1, 27, 5.2, 35 pays ont rapporté, mais seuls 5 pays ont rapporté aux 3 ODD et 0 l'ont fait correctement. Donc là, on voit des avancées énormes, point de vue génération de données autour du foncier, autour des indicateurs qui ont été développés autour du foncier, une démocratisation, une prolifération de données. Mais au bout, très peu de changements dans la pratique, dans les politiques et dans le rapportage autour de ces indicateurs. Et donc là, une vraie question. Maintenant qu'on a ces données, comment on accroît l'usage de ces données, comment on accroît l'impact de ces données, l'impact politique, l'impact in fine pour les utilisateurs de la Terre. Troisième point d'introduction, je suis allé voir un peu ce que voulait dire démocratiser les données. Et j'ai fait une recherche Google rapide, et donc pour Google et pour les sites que Google a trouvés, la démocratisation est surtout liée à l'usage, à making information accessible. Là, la deuxième définition de Forbes, c'est démocratisation des données, c'est vraiment access to data. Et vous allez voir rapidement dans ma présentation que cela ne suffit pas. Ouvrir des données, faire de l'open data,
ce qu'on fait depuis maintenant 10 ans sur les investissements fonciers, sur la gouvernance foncière, sur les ODD, etc., comme je vous l'ai dit en introduction, n'a pas eu ou très peu d'impact. Donc faire de l'open data seulement n'est pas suffisant. Et c'est là la réflexion, ça alimente la réflexion de cette présentation. Démocratiser, quelques principes que j'ai développés là, en réfléchissant à cette présentation. Et je vois 3 principes. Qu'est-ce que veut dire démocratisation des données au sens large ? Premièrement, c'est de permettre une diversité de données et des écosystèmes de données. Donc ça veut dire qu'on combine les sources de données, on combine les données provenant de différentes sources. Il n'y a pas une donnée qui est meilleure que d'autres. Ça veut dire que des données étatiques, très bien, très légitimes, etc. Mais ça ne veut pas dire des données étatiques seulement. D'autres données sont aussi légitimes, sont aussi bonnes a priori que des données étatiques. Et on pense là à tout autre type de données de la recherche publique ou recherche privée, données de la société civile, données citoyennes, tout type de données sont légitimes. Et il faut l'accepter. Donc démocratiser, ça veut dire accepter cette diversité, accepter ces écosystèmes. Deuxième point, donner les moyens de travailler avec les données, notamment en transférant les capacités, en fournissant les outils adéquats pour permettre à chacun de travailler les données, de la production jusqu'à l'utilisation. Donc, ce n'est pas seulement sur l'usage, mais également réflexion sur la création, la conceptualisation des indicateurs, la création de ces indicateurs, des méthodologies, le développement des données pour alimenter ces indicateurs, etc. D'une part, sur le contenu, donc donner les moyens de travailler sur le contenu de ces indicateurs et ces données, mais également les plateformes, l'infrastructure pour gérer et créer et utiliser ces données. Donc, d'un point de vue contenu des données, mais également d'un point de vue de plateforme, infrastructure pour ces données. Et troisième point, c'est un processus continu qui nécessite un changement de culture autour de ces données. Et ce changement de culture est selon moi, lié à un point très important, ou deux points importants liés à la légitimation et à la formalisation des données. Dans notre travail autour des données citoyennes à l'ILC, maintenant qu'on connaît les données, on va au sein des plateformes multi-acteurs, on rencontre les politiques, et la question est toujours vos données contre les nôtres. Vos données ne sont pas bonnes, votre méthodologie n'est pas bonne, etc. Et donc, afin de permettre cet écosystème d'exister, il faut un changement de culture par rapport à ces écosystèmes, par rapport aux autres types de données existantes. Et ce processus n'est que possible si ces autres données sont reconnues, deviennent légitimes et puissent être formalisées. Et c'est là, je pense, le gros enjeu qui ne fait pas directement partie des enjeux ou des activités du chercheur, mais qui, je vois dans mon travail aujourd'hui, est très présent afin de pouvoir utiliser ces données, afin de donner de la valeur et d'accroître la valeur ajoutée des données que nous produisons. Voilà, je vais détailler ces 3 points avec des exemples dans mon travail à l'ILC. Le premier point, c'est une diversité de données et des écosystèmes de données. Donc, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas une seule bonne donnée, pas un seul indicateur ou une seule méthodologie. Ça veut dire que c'est de travailler ou d'accepter un changement de périmètre des objets, un changement de périmètre du foncier. Je ne sais pas si périmètre c'est le bon mot en français. En anglais, je parle de scope. C'est donc d'aller au-delà des données existantes autour du foncier. Ça veut dire aller au-delà des données administratives du foncier.
Un bon exemple, c'est le projet Prindex dans lequel on est partenaire à l'ILC et CIRAD, qui travaille non pas sur les titres ou sur la documentation pour qualifier la sécurisation foncière, mais c'est de travailler sur la perception des gens de la sécurité foncière. Donc c'est pas d'aller dire j'ai un titre parce que voilà, c'est dans les données administratives et donc mon foncier est sécurisé. Non, c'est d'aller voir ou de comprendre, de développer des données autour de la perception de la sécurisation foncière. Donc est-ce que vous avez peur que vous allez perdre votre foncier dans les 5 ans à venir? Donc c'est totalement une autre approche, un autre périmètre de comment appréhender le foncier. Et donc ça c'est nécessaire si on veut mieux travailler sur le foncier. Si on accepte bien évidemment que on doit développer la diversité du foncier autour des données et accepter cette diversité et ces écosystèmes. Deuxième point, ça veut également dire accepter différentes sources de données. Et là, je l'ai déjà dit, ça veut dire données étatiques, oui, et très pertinentes bien évidemment. On ne dit pas non aux données étatiques, mais un besoin d'ouvrir à d'autres types de données. Recherche, privée, nouvelles technologies, donc réseaux sociaux, etc. Également les données citoyennes. Pour revenir juste à un exemple que vous connaissez bien, Landmatrix le fait. Landmatrix, par exemple, sur les sources de données, sur une question, par exemple, de périmètre des acquisitions foncières, on n'a pas une seule donnée, mais on recueille tout type de données, que ce soit de la presse, que ce soit des contrats, que ce soit des publications gouvernementales, etc. Et dans le site de la Landmatrix, quand on recherche une pièce d'information sur une question donnée, on va retrouver chaque source et chaque élément de données lié à ces différentes sources. Donc la presse dit que c'est 50 000 hectares, le gouvernement dit 35 000, etc. Et on va retrouver toutes ces différentes sources de données. Et là, la richesse n'est pas de dire c'est 50 000 ou 35 000, c'est vraiment d'opposer, de comparer, de pouvoir comparer ces différentes sources de données et ces différentes données. Deuxièmement, c'est autour de donner les moyens de travailler avec les données de leur production à leur utilisation. Et je crois que là, c'est très très important. On a beaucoup parlé en introduction de l'usage, mais je vous ai dit tout de suite, quand on parle de l'usage, il va falloir repenser également la production, d'un côté de la conception et jusqu'à la production même. Et quand on présente nos travaux à l'ILC, à la société civile qui veut s'engager sur les données, on parle toujours des 3 niveaux, donc niveau conception, niveau production et niveau usage. Et ces 3 niveaux doivent être démocratisés si on veut démocratiser les données, pas seulement l'usage par l'open data. Landex, un autre projet à l'ILC qu'on a développé qui mesure avec des données citoyennes la gouvernance foncière par rapport à 33 indicateurs. On a identifié ces 33 indicateurs qui forment l'outil lors de consultations avec tous les membres de l'ILC, avec les 350 membres institutionnels. Et on a fait 18 mois de consultation avant de développer l'outil. Donc c'est vraiment une approche très participative de développement des indicateurs, de développement des méthodologies, d'identification des sources, etc. Donc c'est pas nous qui, comme dans le cas des ODD par exemple, on a identifié les indicateurs. Non, ce sont les membres de l'ILC eux-mêmes qui ont conceptualisé l'outil, qui ont conceptualisé les indicateurs et les sources et les données afin d'alimenter ces indicateurs. Donc c'est un très long travail. Je vous ai dit 18 mois de travail afin de conceptualiser ça. Ça a mené à
une appropriation de l'outil par la société civile. Ça a également mené à l'outil d'être beaucoup mieux en phase avec les réalités, les besoins des membres de l'ILC, des propriétaires et des occupants du foncier. Après, autour de la production. Là encore, c'est pas nous qui produisons les données qui alimentent ces indicateurs. Ce sont les membres mêmes, ce sont les propriétaires même du foncier. Donc là, c'est eux-mêmes, à partir d'une plateforme que nous avons développée en ligne, sur la base du travail de conception qu'on avait engagé, qu'on met en place l'infrastructure pour que chacun puisse alimenter les données. Également, chacun, à travers cette plateforme, chacun a la propriété de leurs propres données. Donc, ce n'est pas l'index, ce n'est pas le projet qui prend la propriété, ce sont les gens eux-mêmes. C'est très important parce que du coup, ces données sont vues comme la propriété de chacun et leur utilisation de ces personnes, de leurs propres données. Un autre projet qui traite de cet aspect-là, c'est Landmark. Landmark est un projet de cartographie des territoires, des peuples autochtones et des communautés locales. Et quand on voulait cartifier, quand on a présenté ce projet de carte à ces communautés, à ces populations, très peu voulaient partager leurs cartes avec nous. Ils disent pourquoi je partagerais mes cartes avec vous, pourquoi rendre visibles mes cartes et mes territoires, mes terres. On a changé l'approche dans Landmark et on a créé un steering group, un advisory group qui est entièrement représentatif des peuples autochtones et des communautés locales. Donc maintenant, ce projet est mené par les peuples autochtones. Ils ont modulé le projet, ils ont adapté le projet, et aujourd'hui, c'est leur projet. Et c'est eux qui alimentent maintenant, par les cartes eux-mêmes, le projet Landmark, la plateforme Landmark, etc., pour rendre visibles les terres. Et depuis, plus aucun souci. C'est une génération automatique des données, des cartes dans Landmark, parce que ce sont leurs cartes, c'est leur projet, c'est leur plateforme, c'est leur outil pour leur usage. Et donc, voilà ce que je veux dire par ce transparent et ces exemples, c'est que pour accroître l'usage et faciliter ou engager un processus de démocratisation de l'usage, il a fallu également démocratiser la conception de ces outils, la conception des indicateurs et démocratiser la production des indicateurs également. Donc là, le rôle du chercheur est totalement différent. Nous, on n'est plus créateur de données, on est facilitateur de la création de données qui sont en propriété par les créateurs des données eux-mêmes. Troisièmement, un processus continu qui nécessite un changement, et donc là, comme je vous ai dit, je parle de la légitimation et de la formalisation des données. Pourquoi engager cette discussion ou ces activités? Justement pour pouvoir donner du poids à ces autres types de sources de données et de données. Et comment on a fait, comment on essaye de le faire à l'ILC? Premièrement, par promouvoir ces données et de leur valeur ajoutée dans les forats politiques. On le fait par complémenter les données nationales, les données globales et de contribuer aux politiques nationales. Et au sein de l'ILC, c'est l'avantage de mon positionnement. On est présent dans 80 pays, dans les processus politiques de 80 pays, et dans 30 de ces pays, l'ILC supporte ou facilite, accompagne la mise en place de plateformes multi-acteurs politiques autour du foncier, bien évidemment. Et donc là, on a un accès direct aux politiques, aux forats politiques
et une dissémination, une présentation de ces politiques à ces forums multi-acteurs qui incluent la société civile, mais également l'État, etc. Et donc quand l'État nous dit on n'a pas de données sur ces acquisitions foncières, ou on n'a pas de données autour des terres collectives, nous on vient avec les données qui sont portées par la société civile et disent des données existent, etc. etc. Donc une intégration, en anglais j'utilise le mot embeddedness des données dans ces forats. Deuxièmement, contribution aux cadres globaux. Donc on a fait un gros exercice dans Landex et maintenant on l'a fait pour Landmatrix, etc. C'est d'aligner également les indicateurs de ces initiatives aux indicateurs globaux qui existent. Donc dans ce cas, les ODD. Donc les 3 ODD fonciers sont intégrés dans ces plateformes. Et donc là, on ne réinvente pas les ODD, on n'ouvre pas le périmètre de ces ODD dans ce cas-là. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est montrer qu'il existe d'autres types de données, d'autres sources de données qui peuvent complémenter les sources qui existent pour ces 3 indicateurs. Et comme je l'ai montré, pour beaucoup de pays, elles n'existent pas. Donc, on contribue directement et on montre qu'il y a de la valeur dans d'autres types de données que les données formelles. Ces données-là, donc, qu'on crée, font partie après de produits très visibles, comme par exemple des Shadow Reports au HLPF, au High Level Political Forum à New York, qui est l'instance politique des ODD, où on va du coup aller présenter ces données complémentaires. Jusqu'à récemment, on parlait toujours de données alternatives. Et depuis peu, on ne parle plus de données alternatives, parce qu'on ne pense pas qu'elles sont alternatives. Elles sont aussi peu alternatives que les données formelles. Par contre, on parle de données complémentaires pour montrer comment elles peuvent compléter ces cadres, ces indicateurs, etc. Un deuxième produit, c'est le produit dont je vous ai parlé, qu'on a fait sur Landmatrix, c'est l'outil de suivi de mise en œuvre des VGTs. Donc on prend les cadres globaux qui existent et qui ont été ratifiés souvent par les pays. Les VGTs, les directives volontaires, ont été ratifiées dans le CFS, Comité for Food Security, qui a été ratifié par tous les pays, ou la grande majorité des pays. Et donc on utilise ces cadres globaux et on montre comment nos indicateurs, nos données, nos autres types de données complémentaires peuvent alimenter ces cadres. Et donc là, une compréhension ou une prise de conscience donc des politiques au niveau global, dans ce cas, mais également au niveau national, d'existence d'autres types de données et de leur valeur pour alimenter les cadres qui existent et qui ont été ratifiés. Deuxièmement, c'est à travers le plaidoyer. Et là, c'est à travers le plaidoyer, d'une part, au sein de l'ILC, au sein de la coalition de l'ILC. Comme je vous ai dit, c'est une coalition de sociétés civiles et d'organismes internationaux qui inclut par exemple la FAO, qui est le gestionnaire de tous les indicateurs fonciers, qui inclut le FIDA, qui inclut la Banque mondiale, qui inclut tous les grands organismes multilatéraux et internationaux. Ça nous donne une place privilégiée pour pas seulement discuter, mais de forcer la main sur leurs pratiques, sur leurs pratiques et leurs politiques, leurs stratégies en général, y compris les données. Donc pour donner un exemple, il y a 5 ans, quand on a lancé l'Andex, donc l'outil de suivi de la gouvernance foncière au sein de l'ILC, la Banque mondiale et la FAO sont venus nous voir, ils nous ont traités de tout ce qui n'était pas bien, parce qu'ils nous voyaient comme un compétiteur aux ODD. Et ils disaient, il faut qu'on investisse sur les ODD, ce sont les indicateurs cadres, etc. On les a acceptés. Maintenant, il faut travailler sur les ODD. Et on a dit, on travaille sur les ODD, mais pas avec les mêmes données. On veut montrer qu'il y a d'autres données, qu'il y a d'autres situations qui existent autour de ces mêmes indicateurs. Ils n'ont pas accepté au départ. Et là, depuis 1 an, on est invité au sein de ces forats, par la Banque mondiale, par la FAO, pour montrer comment les données alternatives, qu'ils appellent toujours alternatives, peuvent renforcer ce qu'eux ils font. Et ce qu'eux ils font, comme je vous ai montré dans les résultats du rapportage aux ODD,
est un fiasco pour l'instant, et donc ils prennent compte de la nécessité de besoin d'autres données pour alimenter ce qui a été accepté au sein de ces cadres et négociations globales. Et c'est à travers, pas seulement parce qu'ils n'ont pas réussi, mais aussi à travers notre positionnement au sein de la coalition avec la société civile, avec les organismes multilatéraux, qu'on peut faire passer la pilule de l'importance de ce type de données. On fait également partie, au-delà de l'ILC, de forats de données, comme l'IAEG, c'est l'organisme ou la plateforme technique des ODD. On a contribué au G20, qui avait une initiative transparence. On contribue ou on fait du lobby auprès des responsables de ces cadres globaux, des ODD, donc la FAO, UN Habitat, la Banque mondiale. On fait partie également d'autres forats comme l'UN Data, etc., où on fait le forcing du plaidoyer par rapport à l'importance et la pertinence de ce type de données et d'exercices autour de ces données complémentaires. Troisièmement, une représentation et participation à ces cadres globaux. Donc petit à petit, ces initiatives ont commencé à être connues, nos données ont commencé à être connues, et maintenant on est invité à la définition de ces cadres globaux. Donc on a été invité par exemple quand les ODD ont été finalisés, 1.4.2, 5.1 et 5.2. Un exemple de 1.4.2 qui au départ était un indicateur purement basé sur des données administratives, donc combien de titres a un pays, combien de personnes ont un titre, combien de femmes ont un titre, etc. etc. Et aujourd'hui, à travers notre présence dans ces forats ODD, on a pu faire passer la nécessité d'introduire l'indicateur lié à la perception de la sécurité foncière. Donc c'est un indicateur citoyen. Et ça a été accepté. Et aujourd'hui, donc, l'indicateur 1.4.2 des ODD a ces deux parties. Une partie administrative et une partie données citoyennes sur la perception. Même chose pour les directives volontaires. On a adapté les indicateurs des directives volontaires par notre présence dans ces réunions et dans ces forats. Et puis dernièrement, et c'est là sur ce que je travaille beaucoup en ce moment, c'est un processus d'engagement, mon engagement au sein de processus de reconnaissance et de formalisation de ces données complémentaires. Là, on a eu un premier succès récemment sur un autre projet de données qu'on appelle DDC. Ce sont des données sur le suivi de meurtres et le harcèlement des défenseurs de droits fonciers et environnementaux. Donc, dans ce projet qui est basé sur les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux, etc., on suit les assassinats et les harcèlements aux défenseurs de droits fonciers. Et ce travail est très lié à l'ODD 16.10 sur les droits humains et le 16.10.1 est sur le meurtre de défenseurs de droits humains. Et là, on a réussi à ce que notre indicateur Landex, un des indicateurs donc sur le harcèlement, a été retenu comme l'indicateur formel des ODD. Donc notre indicateur est aujourd'hui l'indicateur SDG 16.10.1. Donc dans ce processus, on a pu formaliser, premièrement accroître la reconnaissance de l'indicateur et des données derrière, mais est devenu maintenant l'indicateur formel pour les ODD. Sachant que tous les pays sont signataires des ODD, ça aura un énorme impact sur l'intégration de cet indicateur et de ses sources au sein des recensements et des travaux de statistiques nationales. Là, on voit vraiment les données alternatives qui sont devenues des données complémentaires, et aujourd'hui, ce sont des données formelles, des données retenues par les instances globales et bientôt nationales.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour tous les autres indicateurs que nous avons retenus au sein de l'Andex, les 32 autres, à travers un montage d'un observatoire foncier global. Donc l'Andex, l'Andex représente un observatoire global de la gouvernance foncière, mais qui se base que sur les données citoyennes. Donc c'est un observatoire citoyen, si on veut. Donc pour que ces indicateurs ont un plus grand impact, ce qu'on essaye, c'est de formaliser maintenant ces indicateurs citoyens. Et pour faire ça, on va créer un observatoire foncier global qui va reprendre des indicateurs qui existent déjà, mais également ces indicateurs citoyens. Et on va essayer de placer cet observatoire au sein du système onusien, afin que le système onusien s'accapare de ces indicateurs, et après, cela se traduira ou aura des répercussions pour les États signataires de ce système onusien. Donc, je suis en discussion à présent avec la FAO pour que la FAO accepte un observatoire avec un certain nombre d'indicateurs, dont plus que la moitié, ce sont des indicateurs citoyens basés sur le travail de l'Andex de l'ILC. C'est pas donné, parce que pour la FAO d'accepter ça, ça veut dire que leur État signataire doivent l'accepter, etc. Mais on espère que ça va se faire, et ça serait une grosse avancée sur la formalisation des données et donc de l'impact de ces données complémentaires au sein des politiques des États, politiques foncières des États signataires. Donc voilà, pour finir ma présentation, je reviens à la value chain des données. Et donc j'avais mis ce petit cercle autour de l'usage, et vous avez bien compris que pour accroître l'usage, je travaille toujours beaucoup sur la reconfiguration ou le questionnement de la production également. Et les allers-retours. Parce que hier, on a eu une question de quelqu'un, on m'a demandé la formalisation des données, etc., ou l'usage renforcé de ces données, est-ce que ça va également avoir un impact sur la qualité et la production des données? Et oui, une fois que les données seront acceptées, par exemple, elles vont intégrer les données complémentaires ou les indicateurs complémentaires, elles vont intégrer le recensement national, et du coup, on aurait énormément de données qui vont se créer autour de ces questions qui nous semblent intéressantes pour bien couvrir le foncier. Donc, conclusion, démocratiser les données. Trois points rapides. Premièrement, le positionnement est important. Le positionnement du chercheur est important. Le positionnement que j'ai au sein de l'ILC me donne pas seulement accès aux données, parce que tout ce réseau se mobilise pour alimenter les données, mais me donne également un positionnement important pour valoriser ces données grâce au positionnement et au lien avec les organismes multilatéraux, mais également notre engagement dans les plateformes multi-acteurs au niveau national, etc. etc. Donc le positionnement du chercheur, positionnement des données, est quand même quelque chose auquel on doit réfléchir si on veut accroître la valeur ajoutée de nos travaux, de nos données. Deuxièmement, un besoin de démocratisation des données par le bas. Donc c'est de transférer les capacités aux citoyens pour générer et gérer les données citoyennes, mais également, et ça on le découvre là, par le haut. Et je veux dire par le haut, c'est de formaliser les données dans le système onusien afin de réintégrer ce type d'indicateurs et données complémentaires dans le système statistique national, etc. Donc, par le bas, par les citoyens, et puis par le haut, par le système onusien, afin que les deux se rencontrent et, espérons-le, avoir un vrai processus de démocratisation et donc de valeur accrue des données.
Et donc, dernièrement, je l'ai déjà dit, c'est de repenser les données, de repenser un peu la recherche, comment on le fait. Donc, c'est plus le chercheur qui crée les données, mais c'est vraiment une démocratisation par les utilisateurs, par ceux qui sont affectés par les données, donc par les propriétaires et les occupants de la terre eux-mêmes. Et donc là, on passe un peu de evidence-based et recherche-action vers une recherche qui est plutôt citoyenne ou citizen-led, avec l'appropriation, la propriété, la génération et la gestion des données par les populations elles-mêmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si tout était très clair. Comme j'ai dit, c'était des premières réflexions et un premier effort de structuration de ces idées, de mes travaux que je fais en pratique pour vous les présenter. Mais j'espère que ça pourra alimenter un peu les réflexions ensemble. Voilà. J'ouvre la discussion. Je ne sais pas comment vous voulez le faire, mais... Je pense qu'on peut soit... Les collègues peuvent lever la main. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat déjà. Moi, je veux bien poser une question. Attendez. C'est Denis, mais ma caméra, je suis en train d'essayer de la... Elle ne marche pas. Enfin, bref. Vous m'entendez ? Très bien, Denis, oui. Ok, ouais, j'avais en fait une question et une remarque. La question, ça porte sur la notion cette notion d'indicateur citoyen, en fait. J'avais le sentiment, en écoutant Ward, que la notion d'indicateur citoyen repose sur 3 caractéristiques qui sont toutes différentes, en fait, et qui peuvent être probablement complémentaires. La première, c'est est-ce que la conception de l'indicateur ou de la donnée est citoyenne, c'est-à-dire le citoyen a participé à dire, voilà, ça c'est une donnée importante à collecter ou pas. La deuxième caractéristique, c'est la production de la donnée, c'est-à-dire que le citoyen produit lui-même la donnée. Alors j'imagine à travers peut-être des outils utilisant la téléphonie mobile ou des choses comme ça. Enfin, j'imagine qu'il y a des outils qui permettent, quand on dit démocratiser, il faut aussi que ça soit très pratique et facile, quoi, j'imagine. Et la troisième caractéristique des indicateurs citoyens, ce serait la nature. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure d'évaluer la représentation sur la sécurité foncière. Donc ça, on touche à la qualité même de la donnée, c'est-à-dire est-ce que c'est un chiffre ou est-ce que c'est un sentiment, pour faire court par exemple. Et donc ma question c'était, quand on dit indicateur citoyen, ça veut dire que ça regroupe ces 3 caractéristiques ou est-ce que parfois il y en a que 2, par exemple la donnée elle a été définie à l'extérieur et on demande aux citoyens de la transmettre, par exemple sur le harcèlement, par exemple on dit voilà ça c'est important, donc en gros quand vous avez une information, vous nous la transmettez, mais on n'a pas demandé aux gens leur avis. Est-ce que l'information, elle doit être collectée comme ci ou comme ça ? Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on dit indicateur citoyen, qu'on évoque ces différentes dimensions de manière un peu indistincte. Donc ma question, c'était, voilà, est-ce que ce serait utile de clarifier les différentes composantes de qu'est-ce que c'est un indicateur citoyen pour mieux s'y retrouver, pour voir qu'il y aura peut-être des indicateurs citoyens partiels ou intermédiaires et des indicateurs citoyens pleins et entiers, c'est-à-dire qui auraient été à la fois conçus, fournis par les citoyens et analysés par les citoyens eux-mêmes, un peu une gradation en fait dans les indicateurs citoyens. Ça c'était la question. La remarque c'était plus un sentiment général, on parle de données comme si c'était des choses qui flottaient, disons, dans le monde et qu'il fallait juste les capter, quoi. Donc ma question elle porte plus sur le lien entre les données et les cadres d'analyse ou les théories. C'est-à-dire que une donnée, souvent, elle reflète, même si c'est implicite, même si on ne l'explicite pas toujours, elle reflète une vision du monde, une vision de la causalité des choses, une vision des facteurs importants, enfin, en gros, une théorie, quoi. Et c'est probablement pour ça aussi que les données n'ont pas d'impact sur les politiques, parce que tant qu'on ne transforme pas les rapports de force ou les rapports de sens entre les acteurs, on peut toujours fournir un tas de données et ça ne change rien. Donc il y a cette dimension sur ce qu'on appelle en sociologie des politiques, le cadrage des politiques, c'est-à-dire la façon dont les représentations façonnent le problème politique en fait. Et voilà, et c'est sur ces liens que je trouve que ça serait intéressant de creuser un peu, c'est-à-dire dans quelle situation les données ont pu transformer quelque chose. Tu nous l'as montré peut-être à l'échelle
des organisations internationales sur les ODD, où là on voit que ça a eu un impact par rapport à votre indicateur des décès sur les meurtres et le harcèlement. Et pourquoi ça marchait ici et pas à d'autres endroits? Ça serait intéressant de décortiquer analytiquement ces cas où ça a marché pour voir quels sont les facteurs qui ont fait que ça a pu changer les représentations et donc peut-être des rapports de force, alors que dans d'autres situations, ça ne change rien. Parce que les gouvernements, bon, ils disent OK, la FAO, ils ont mis ça comme ODD, mais en gros, on s'en fout, on s'assied dessus et on continue nos pratiques puisqu'il n'y a pas de pression forte pour les changer. Enfin, c'est un peu long, hein, excusez-moi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds tout de suite. Bon, peut-être qu'il faut mieux en cumuler plusieurs. Ouais. Ça va peut-être se recouper. Ouais. Une question dans la salle. Une question dans la salle. Je suis doctorante, mais j'étais avant aussi, je travaillais à l'Observatoire du foncier à Madagascar. C'était surtout par rapport à la validation des données, puisque vous avez parlé tout à l'heure de données complémentaires et les données, on va dire, qui sont peut-être déjà assez légitimes. Donc pour légitimer en fait ces données complémentaires, est-ce qu'il y a des étapes ou des processus que l'ILC jusqu'ici a attribué pour passer que ce soit des données complémentaires pour passer à ce que ça soit vraiment accessible à tout le monde? Et quelles sont aussi les places parce que quand on parle de données, je pense qu'on ne parle pas plus que d'indicateurs quantitatifs, mais quand même il y a plusieurs informations qui sont issues de la qualitative, des analyses comme ça. Est-ce que ces données-là, on va dire plus qualitatives, mais qui peuvent peut-être servir plus pour les gens que les grandes data qui sont vraiment, on va dire déjà, des fois plus en haut, quoi, pour les gens qui sont vraiment utilisateurs des informations. Est-ce que ça serait aussi considéré en fait dans tout ce qui est données complémentaires ou tout ce qui est donné que cet observatoire que vous pensez en fait l'observatoire foncier global va un petit peu aussi considéré dans ce cadre-là? Merci. Autre contribution? Non, pas encore. Je commence à répondre à ces quelques questions et peut-être que ça va ouvrir un peu plus les discussions. Sur tes points, Denis, merci. Et sur la réflexion sur indicateurs citoyens. Donc, tu as parlé de la conception citoyenne, la production de données et la nature des données. J'en rajouterai un, c'est la propriété des données. On peut difficilement parler de démocratisation de citoyens si les citoyens ne sont pas propriétaires de ces données eux-mêmes. Et donc, c'est un point très important. C'est un point très important. On le voit surtout, mon expérience avec les peuples autochtones et ce qu'on fait avec eux. Et sur vraiment la même question, le même indicateur, une non-volonté de contribuer à un projet qui ne leur appartient pas. Et on a changé la propriété, ou en tout cas la visualisation de la propriété du projet, Landmark, en mettant les propriétaires, les peuples autochtones eux-mêmes comme lead. Et du coup, on a des milliers de données et des milliers de cartes qui nous arrivent. Et c'est vraiment très intéressant cette dynamique de propriété. Pourquoi nous, on donnerait des cartes, même à l'ILC, dans lesquelles ils sont membres? Voilà. Donc, cette propriété. Sur conception citoyenne et la graduation, oui. Donc, dans l'index, par exemple, on n'a pas fait le choix que des indicateurs citoyens ou 100% citoyens. On promeut un écosystème, donc on promeut tout type d'indicateurs. Et il y a des indicateurs qui ont été jugés importants par les membres de l'ILC et au-delà, qui n'étaient pas des indicateurs citoyens. Et on les a retenus également.
Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à ça, pour pouvoir construire et définir cet outil, conceptualiser cet outil? J'ai fait quand je suis arrivé à l'ILC il y a 5 ans maintenant, j'ai fait un gros travail d'identification de tous les indicateurs qui existaient. Et donc pendant 3 mois, je crois, j'ai identifié, j'ai listé tous les indicateurs, toutes les initiatives autour de la création de données foncières qui existaient. Et on les a listées. Et je crois que j'en avais 2000. Et j'ai mis ça en consultation. On a mis ça en une grosse consultation en ligne d'abord. Et après, dans toutes les régions, on a fait plusieurs réunions de consultation, soit avec des experts, soit avec des non-experts. Donc tout le monde, des utilisateurs de la Terre. En Afrique de l'Ouest, par exemple, le CNCR était présent, l'Europa, etc. Donc des décideurs, des praticiens, etc. Et petit à petit, on a identifié ces 33 indicateurs qui, selon ces acteurs, semblaient suffisants pour représenter la complexité et les spécificités foncières, mais pas trop importants pour que l'outil reste utilisable. Et ça a pris 18 mois d'aller-retour, etc. Et dans ces 33 indicateurs qui ont été retenus, il y a des indicateurs qui existaient, qui ont été choisis de la liste que j'avais identifiée. Et puis il y a des indicateurs qui n'existaient pas encore. Et donc c'est vraiment la définition d'indicateurs par ces membres, par ces personnes, par ces citoyens, et qui nous ont fait comprendre ce qu'ils recherchaient, ce qu'ils voulaient couvrir, comment, etc. Et avec eux, on a donc défini l'indicateur, défini la méthodologie qui devait être solide et qui devait être reconnue, et puis identifier le type de données qui peut alimenter ces indicateurs. Et donc oui, tu as raison, certains indicateurs sont 100% citoyens, parce qu'ils dépendent de ces consultations, et puis d'autres le sont moins, et puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Par contre, ils ont été retenus comme importants à travers ces consultations. Donc voilà, et par rapport à la production, là, on le fait de 2 manières dans la production, parce que il ne faut pas rêver non plus. C'est pas parce qu'on a créé une plateforme que tout le monde commence à informer la plateforme. On le voit bien dans d'autres projets. Les gens n'ont pas le temps, les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. Et voilà. Et donc, on a 2 approches. Une première approche est cette plateforme ouverte que les gens peuvent informer s'ils le veulent. Et on voit quand même qu'il y a certaines institutions qui le veulent, à travers la promotion qu'en fait l'ILC, pour montrer qu'on peut faire bouger les ODD, on peut faire bouger avec les données des membres, et donc vraiment une promotion que nous, on en fait à travers notre réseau. Mais deuxièmement également, on a intégré ces outils dans le travail de chacun des membres de l'ILC quotidien. Donc tout le système de suivi-évaluation de l'ILC, donc quand des membres reçoivent un support financier, par exemple, pour des activités autres, par exemple, activités sur le droit de la femme au foncier, pour chaque projet, comme nous on le fait, on doit rapporter à la fin du projet les résultats, le budget, etc., etc. Et ce système de monitoring et évaluation, de suivi-évaluation projet, est rattaché à l'Andex, et donc informe les indicateurs l'Andex. Et donc l'Andex, la création de données, devient une partie intégrante du travail journalier des gens qui sont liés à des projets ILC. Et donc là, on voit un système automatique de création de données. Maintenant, ça dépend des données, des données sur les harcèlements et les meurtres. C'est fait par médias sociaux, par réseaux sociaux, par nouvelles technologies, etc., de big data.
etc. Donc là, c'est totalement un autre système, peut-être moins données citoyennes là, mais sont totalement liées à ce que font les gens et rapportent les gens sur ces réseaux-là. Par rapport aux données, ta deuxième question, les rapports de force, les représentations, etc. Certes, donc pour démocratiser les données, pour nous, ça veut dire c'est transformer les rapports de pouvoir dans les centres de décision de politique, et dans notre cas, politique foncière. Créer des données pour documenter, c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'était nécessaire parce qu'il nous fallait ces données. Mais aujourd'hui, on voit bien que si on veut un impact, il faut que ces données servent à changer ces rapports de force au sein de ces sphères politiques. Et pourquoi ça a marché pour l'ODD 16.10.1 Je pense qu'il y a deux réponses. Un, parce que le meurtre et l'harcèlement de ses défenseurs est reconnu comme quelque chose qui est grave et qu'il faut documenter. D'autres aspects sur le foncier, ce n'est pas le cas. J'étais en Jordanie en juillet pour mettre en place une formation autour de ces données. Et par exemple, en Jordanie, et les pays arabes qui ont participé du Maghreb et autres qui ont participé à cette formation nous ont bien dit qu'il ne fallait pas inclure des indicateurs sur le droit de la femme autour du foncier. La femme n'a pas le droit au foncier, on m'a dit, donc il faut pas le documenter. Et donc voilà, dans ce cas-là, ils ne vont pas retenir l'indicateur, ils n'ont pas retenu les indicateurs autour du genre, justement parce que ce n'est pas reconnu comme un aspect important ou reconnu ou qu'on doit documenter comme les meurtres des défenseurs de droits fonciers. Deuxième raison, je crois, c'est qu'il n'y a pas de données formalisées sur les meurtres et les harcèlements. Et donc, ils avaient besoin d'autres sources et d'autres types de données afin d'alimenter cet indicateur. Et c'est là qu'on avait un avantage direct, parce qu'on avait les données, on avait fait l'effort de créer ces données, etc., et ils en avaient besoin. Validation des données, c'est une très bonne question et c'est une question très difficile. Et ça, à nouveau, ça dépend de quel type d'indicateur. Sur l'indicateur des harcèlements, on n'a pas de validation, on se base vraiment sur ces nouvelles technologies. Sur les indicateurs purement citoyens, là, on a un processus en interne, en tout cas pour l'Andex, en interne, où on utilise des marges d'erreur. Et donc, on demande, avant de qualifier un indicateur ou des données pour un pays autour d'un indicateur légitime et qu'on peut publier sur la plateforme, un certain nombre, donc un échantillon assez élevé. Et à partir de cet échantillon, on calcule une marge d'erreur des réponses de cet indicateur. Et tout ce qui va au-delà de cette marge d'erreur, on les regarde de plus près. On va voir pourquoi il y a cette marge d'erreur, etc. Et c'est le seul processus de validation qu'on met en place. Pour le reste, comme on dit, on veut promouvoir un écosystème, donc on accepte tout type de données. Mais c'est vrai que quelqu'un peut introduire des données, fausses ou biaisées, ou peut se tromper juste en tapant une virgule autour. Et donc, cette manière-là nous permet de vérifier, avoir une validation de données qui reste minimale, mais qui nous permet de quand même valider les données. Et sur qualitative et quantitative, on essaye de couvrir les deux. Et une demande qu'on a reçue dernièrement de la FAO sur l'indicateur genre du foncier, c'est au-delà de données, de publier également des stories, des narratifs. Des narratifs. Et donc utiliser les narratifs
comme données au-delà des ODD. Donc il voudrait utiliser les narratifs et les études de cas précis, donc de gens sur le terrain, pour alimenter leurs ODD. Et je pense que c'est très intéressant. C'est très compliqué à faire parce que des ODD, des chiffres, c'est facile à générer, etc. Travailler avec des narratifs, c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est un besoin sur lequel on doit encore plus travailler. Voilà. D'autres contributions, d'autres questions? Aussi vos expériences avec les données, ce que vous faites, c'est intéressant pour alimenter ces discussions et de mieux conceptualiser nos travaux. Jérémy? Moi j'écoute. Je pense que ce qui est intéressant, comme tu le disais, j'ai bien noté que les données doivent avoir un rôle à jouer dans le changement des rapports de force. Et justement, on revient sur comment régler ces rapports de force avec ce que disait Denis sur les processus de légitimité. Donc, je trouve qu'il y a un intérêt aussi à combiner toutes les données qu'on utilise par la recherche. Et on parlait hier avec les collègues de la valeur ajoutée que pouvaient avoir ces données avec une certaine validation des pairs, qui pouvaient ensuite rentrer dans ces cadres de discussion comme étant des données qui avaient obtenu une certaine validation, donc une validation d'un côté scientifique. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer que les données, elles pouvaient venir de la science, mais ça pouvait être aussi des données utilisées par la science, donc des données citoyennes utilisées et qui pouvaient être mises en regard d'autres types de données. Pascal, hier, parlait de la manière dont la modélisation pouvait qualifier ces données. Et je trouvais ça très intéressant. Et ça ouvrait sur des perspectives de travail réellement entre recherche ancrée dans des questions sociétales, recherche et utilisation finalement de la recherche pour poursuivre ces enjeux sur les données. Donc, je trouve ça ouvre beaucoup de pistes, aussi bien sur le point de vue très politique de l'usage des données, mais aussi la manière dont la science peut s'accaparer de ces données et de ces dynamiques et jouer un rôle pour contribuer. Donc je trouve que c'est quelque chose que tu as entamé là, qui est très positif et qui ouvre beaucoup de pistes de travail. Et je pense qu'au niveau de l'UMR Tétis, il y a des pistes très intéressantes, puisqu'effectivement, comme tu le disais, la chaîne de l'information, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ici à l'UMR Tétis, on a construit depuis plusieurs quinquennaux nos programmes de travail, nos équipes autour de cette chaîne de l'information. Et on hybride, on mélange des gens qui travaillent sur la production de connaissances, mais aussi sur l'utilisation et dans quelle mesure est-ce que ces données sont utilisées à l'appui notamment des politiques publiques. Donc je pense notamment à Eric Barbe qui a porté un projet sur l'artificialisation des sols en Occitanie mais aussi en France, avec des enjeux d'observatoire, avec des enjeux de pouvoir, des liens très forts avec des ministères et puis des données qui sont générées et qui donnent à voir l'évolution des territoires, qui engagent aussi des réflexions sur l'artificialisation, mais pas seulement, la perte des espaces agricoles, le remplacement de certains types d'agriculture par d'autres, les questions de pression foncière, etc. Et on a vu comment les données issues de la télédétection notamment avaient un rôle à jouer aussi pour qualifier les paysages et pour rentrer dans des rapports de force aussi. Donc effectivement, ici on est plutôt sur des données qui ne sont pas des données citoyennes, c'est des données issues de capteurs et qui sont traitées, mais qui permettent de rentrer ensuite dans des débats sociétaux. Donc, je pense qu'à l'UMR Tétis, on a beaucoup de choses à contribuer et puis de pistes de travail. Vincent, tu nous rejoins pour une question en direct. Je ne pouvais pas lever la main sur ma machine. C'est super de nous rejoindre. J'ai raté le début de la présentation. Mais donc ma question c'était qu'est-ce qu'il y a comme point de critique, à mon avis, il y a un point de critique sur celui qui détient l'administration et la monstration des données.
si c'est un prestataire privé comme Google, etc., toute la famille, si c'est un État ou une très grande institution, il peut y avoir une très grande défiance. Donc il y a une question qui me semble absolument critique et qui est générale à toutes les démocraties occidentales, qui est de retrouver une implication politique des personnes, c'est-à-dire une implication dans les décisions collectives. Et là-dessus, il y a donc quelque chose de critique qui se joue sur la détention des données. Parce que si la matière de nos discussions, de ce qu'on apporte comme information, de ce qui est rapporté par divers canaux, tous les aiguillages en sont détenus par une institution dont finalement j'ignore totalement qui a le pouvoir dedans, je ne peux pas jouer. Et de la même manière, hein, pour prendre quelque chose d'à peine différent, si aujourd'hui on fait un vote électronique en France, où il y a quand même un reliquat de confiance dans le fonctionnement de l'État, on n'est plus du tout dans les conditions de la démocratie telle qu'elle a été rodée historiquement. C'est-à-dire, si on fait un vote électronique, personne ne sait comment ça marche. Personne ne le sait. C'est-à-dire, même le peu d'informaticiens compétents qui pourraient le savoir n'ont pas accès en fait à la structure qui fait à l'infrastructure déterminante. Donc, on a complètement perdu le lien, le feedback, le lien de la démocratie. Alors que n'importe qui, enfin presque n'importe qui, peut aller dans son bureau de vote et regarder que là, ça se passe correctement. Et il sait que partout, il y a des gens qui regardent. Et puis, il y a toujours un peu d'erreur, toujours un petit peu de fraude, toujours un petit peu de raté. Mais globalement, on sait que ça se passe correctement parce que les yeux sont croisés sur quelque chose. Et donc, par exemple, en France, il y a une réponse avec un effort de l'État pour en venir au logiciel libre, pour publier les algorithmes et les choses qu'ils utilisent, etc. Mais par exemple, pour les entrées à l'université, ça guidonne encore en ce moment exactement à ce propos-là. Donc, il y a un effort qui est fait, mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, il faut pouvoir examiner l'infrastructure et la contrôler véritablement. Donc les choses qui ont été rodées un peu dans le registre du logiciel libre là-dessus ne sont pas complètement adaptables ou adaptées en tout cas en ce moment. Donc voilà, là-dessus, pour moi c'est un point très important. Merci, tu as bien fait de venir. Autre contribution ? Eric. Il y a Eric qui a levé la main. Eric ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Moi, juste, puisque tu m'as tendu la perche, je voudrais juste revenir sur la question de l'artificialisation. Jusqu'à maintenant, les travaux que l'on a réalisés sont des travaux plutôt techniques, mais il est vrai qu'on a commencé à voir un petit peu l'impact de la production de certaines données sur l'artificialisation, sur la qualité des sols, auprès de services de l'État. On a commencé également des discussions avec le magazine Reporter, à l'origine par Jérémy. Et on voit que là, il y a toute une piste vraiment de travaux à développer, parce que maintenant, on a fait ce travail technique, on a produit des données, et on commence à voir l'impact que cette donnée peut avoir et sa perception par les utilisateurs, et surtout la perception, j'allais dire, l'implicite que certains utilisateurs peuvent avoir par rapport à l'impact que peut avoir l'information. Et là, je pense qu'on a un champ assez intéressant à investiguer complètement au sein de Tétis et Usig, et ce que tu nous as présenté, certainement, nous permettra de nous adapter, voire peut-être d'engager aussi des collaborations. Denis, tu voulais... Ouais, je veux bien rebondir parce que voilà, on ne sait pas trop, comme on ne se voit pas dans les écrans, on ne sait pas trop qui est vraiment là, qui participe, c'est un peu délicat. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, effectivement, moi je ferais la différence entre une donnée et une connaissance en fait. C'est-à-dire une donnée, enfin sans doute vous la faites aussi dans vos cadres, enfin vous êtes plus spécialiste que moi à Tétis sur le traitement des données, mais
effectivement, entre une donnée et quelque chose qui s'intègre à un système de sens chez un acteur et qui va lui faire transformer ses représentations, il y a un chemin quand même important, quoi, en fait. Il y a un chemin important et c'est là où les stratégies de plaidoyer peuvent jouer leur rôle. Par exemple, il y a des structures d'influence dont l'objectif est d'essayer de toucher ce qu'ils appellent les faiseurs d'opinion, hein, c'est-à-dire d'avoir une stratégie un peu de push de l'information, des fameuses données, mais pas que des données, c'est-à-dire des données mises en scène, donc mises en sens, quoi, hein, c'est-à-dire où on explique comment les données permettent de soulever des nouvelles questions, permettent de reformuler des questions anciennes sous un nouveau regard, ou c'est là où le travail de production de sens peut créer un impact plus grand que juste dire les données sont transparentes et accessibles, quoi, en fait. Et ce travail de production de sens, il est souvent fait par des acteurs spécialisés, quoi, hein, soit les journalistes ou des chercheurs parfois qui sont très connectés sur les décideurs, dans des réseaux d'acteurs, quoi, hein. Donc voilà, il y a des profils de personnes qui sont ce qu'on appelle en théorie parfois des passeurs, hein, des courtiers, ou des interfaces, des gens qui sont à l'interface entre différents mondes. Et ce sont souvent ces acteurs d'interface qui permettent de faire un effet de levier, quoi, hein, de transformer l'essai, quoi, faire en sorte que la production de données va générer un changement de pratique, parce qu'elle génère un changement de sens. Et en ce sens, enfin, si je puis dire, souvent on dit rapport de force, mais il y a aussi les rapports de sens. C'est-à-dire quelles sont les différentes représentations qui sont en concurrence. Pourquoi telle représentation est-elle dominante ou reste-t-elle dominante? Comment se fait-il que, à force d'enchaîner les crises financières, on continue à avoir une représentation dominante qui dit que le marché libre et la concurrence c'est l'idéal? C'est quand même étonnant, quoi, hein. On pourrait s'interroger sur pourquoi telles représentations sont-elles aussi persistantes malgré l'accumulation de faits démontrés de plus en plus qui en montrent leur inanité, quoi, hein. Donc ça, c'est parce qu'il y a aussi un travail très actif d'un grand nombre d'acteurs qui entretiennent cette croyance, on va dire, hein, cette représentation. Voilà, donc je suis un petit peu long, mais c'est là où il y a des chaînons manquants ou des collaborations à construire, sans doute, entre le travail de production de données brutes, hein, je dirais, ou enfin brutes, je sais pas comment dire, et le travail de plaidoyer. Alors évidemment, c'est un travail, on est à la frontière du travail de recherche, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois d'ici, il y a certains collègues qui disent oui, mais non, c'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de produire de la connaissance. Après, l'usage que les acteurs font de la connaissance, c'est autre chose. Donc là, il y a un enjeu aussi, pour moi, du rôle de la recherche, un peu éthique aussi, hein, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans notre métier de chercheur et jusqu'où on ne peut pas aller, pourquoi, est-ce qu'il y a des biais idéologiques, hein, le fait qu'on s'engage dans un combat, entre guillemets, avec l'aide des données, ça nous positionne nous-mêmes, hein, dans les rapports de force, dans les jeux d'acteurs. On quitte cette fameuse neutralité axiologique que certains chercheurs revendiquent, quoi. Donc ça soulève beaucoup de questions. Bon, on va pas les résoudre tout de suite, mais c'est intéressant d'arriver à les instruire dans nos collectifs, parce qu'on y est confronté régulièrement, quoi. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Je vois que Pierre a levé la main, donc je vais me taire. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Je pense que ce que tu viens de dire, Denis, moi j'adhère complètement. Et on le vit d'autant plus à Tétis, tu sais qu'il y a cette équipe USIG qui est à côté de deux équipes, disons, qui sont plus justement en production de données à partir de détection par modélisation ou fouille de données. Et donc cette question après finalement d'objectiver, disons, des situations par de la production de données, en particulier localisées, géolocalisées, parce que du coup on peut confronter après à des situations, disons, réelles sur le terrain, vécues par les acteurs sur le terrain. Donc on est bien conscient que ça ne suffit pas, et qu'il faut aller au-delà. Bon, c'est marrant parce que j'ai pas retrouvé l'article, mais je sais qu'il y a un article ou un édito qui est paru dans Science récemment, lié à la crise du Covid, et au fait qu'il y avait énormément de personnes, malgré les évidences, disons, des bénéfices de la vaccination, qui ne se vaccinaient pas. Et il disait il faut arriver à inventer une science du faire, voilà, du making, et que
produire de la connaissance, ça ne suffit pas. Il faut effectivement travailler aussi sur les mécanismes qui font qu'à un moment donné, ça bascule de la connaissance à des changements de représentation et des changements de pratique derrière. Et enfin, moi, je trouve que pour moi, ça relève bien sûr de la recherche. Voilà. Même si on sait bien que c'est à l'interface et que pour certains, c'est plus de la recherche, mais je suis convaincu que c'est de la recherche. Et on a plein de travaux à faire là-dessus. Moi, j'y suis d'autant plus sensible qu'il y a quelques années, j'avais fait une thèse qui s'appelait Signes, données et représentation. Et c'était bien cette logique, disons, de construction du sens, de faire évoluer des cadres de référence sur lesquels s'appuient toutes nos politiques publiques, par exemple. Et ces cadres de référence, c'est également ce qu'il y a dans la tête des gens et dans la tête, disons, de groupes sociaux. C'est ça qu'il faut arriver à faire lever. Alors après, il y aura toujours, bien sûr, les rapports de force et des intérêts, hein. Même en dépit du bon sens, entre guillemets, comme on pourrait l'entendre, il y aura toujours, bien sûr, même si on est convaincu par derrière que ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous montrent, c'est la réalité, on aura peut-être des intérêts contraires qui fera qu'on agira à l'encontre du bon sens, mais en tout cas, il y aura déjà des étapes qui ont été passées, puis c'est vraiment des rapports de force qui doivent s'établir. Ce qui est intéressant, je trouve aussi en matière de recherche, même... il y a toute cette partie, disons, une fois que les données sont là, il y a toute la partie dans la production des données par rapport à ce qu'a présenté Ward. C'est extrêmement complexe parce que là on voit que c'est à l'échelle mondiale, donc c'est dans des systèmes, disons, culturels, sociaux, économiques qui sont complètement différents. C'est de la donnée qui vient des grands organismes internationaux, des systèmes de production statistique un peu nationaux. Et à côté de ça, il y a de la donnée aussi de la société civile qui remonte, qui n'a pas la même valeur à la base, en tout cas, on ne lui accorde pas la même importance. Donc, comment arriver à la rendre légitime pour qu'elle ait du poids et prenne plus de poids, et comment arriver après à négocier les écarts que l'on peut constater entre les sources de données. Donc, moi, je trouve qu'il y a énormément, il peut y avoir beaucoup de techno derrière, voilà, ça c'est sûr, il y a beaucoup de sciences derrière, en particulier dans tout ce qui relève des data science. Et à côté de ça, donc, tout ce que tu viens de dire sur comment on arrive à transformer les représentations et faire évoluer les rapports de force. Je pense que dans ce domaine-là, enfin, je reprends la parole, excusez-moi, parce qu'on est dans un mode discussion peut-être, on est de moins en moins nombreux. Nos collègues psychologues et psychologie sociale ont beaucoup à nous apporter, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux, même en neuro, quoi, cognitive. Enfin, on touche à cette question, effectivement, du comportement, quoi, l'étude du comportement et en quoi des signaux d'information peuvent changer le comportement. C'est pas une question simple, hein. Ça fait un siècle qu'elle est posée par les grandes disciplines des sciences sociales, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées et on gagnerait peut-être à travailler, je me dis, moi ça m'arrive d'en côtoyer un peu plus maintenant que je suis à l'université, les collègues psychologues ou psychologie sociale, on gagnerait peut-être plus à travailler avec eux sur certaines questions assez précises en fait, hein, où on s'aperçoit que les données, la production de données ne change rien ou pas, enfin ça pourrait valoir le coup peut-être. Je ne sais pas si à Tétis vous avez eu cette expérience de bosser avec des gens plutôt dans les sciences comportementales, quoi, en fait. Ouais. Alors, on avait travaillé un peu avec plutôt en psychologie environnementale, notamment avec les collègues de Strasbourg là-dessus, sur les questions de représentation et de construction des représentations. Mais dans l'article que je mentionnais là sur Science, mais je ne l'ai pas trouvé encore, j'ai juste vu, disons, un entrefilet là-dessus, il disait effectivement dans les compétences disciplinaires à mobiliser, tu retrouvais effectivement des psychosociaux, en fait ce qui relève, disons, des disciplines comportementales. Il y avait des économistes aussi, également marketing, donc c'était des approches disons très pluridisciplinaires en SHS qui pouvaient, disons, beaucoup aider là-dessus. Moi, je pense que le marketing aussi, c'est quelque chose qui est important. Enfin, de travailler avec des gens du marketing, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quand même des gens qui arrivent à influer les représentations et le passage à l'acte. Donc, c'est pas du tout les mêmes finalités, bien sûr, à la base. Mais c'est sûr qu'ils ont aussi, eux aussi, mené des recherches là-dessus. Vincent ?
Oui, j'étais tenté de. On a évoqué des choses qui vont chercher assez loin. Il y a un penseur français d'adoption qui a dit beaucoup de choses là-dessus, c'est Castoriadis, sur la structure imaginaire d'une société. Et donc je ne vais pas me lancer dans une retranscription de sa pensée, mais on peut dire qu'il y a une caractéristique majeure de la culture occidentale qui est la nôtre, qui s'est développée au moins depuis les anciens Grecs et qui a gagné par étage, et qui consiste à revendiquer une objectivité ou une universalité. On a la vérité. Or, aller pêcher une information, ou même regarder ce qui est pêcher une information aussi, dans la réalité, c'est forcément marqué d'un référentiel intime. Il n'y a qu'à voir comment on aborde une situation quand on vient de, je sais pas, d'avoir un accident dans la rue, ou quand au contraire on vient de gagner à la loterie, quoi. C'est forcément extrêmement influencé. Donc cette revendication d'universalité, on la voit dans le fait que on pense que la science dit la vérité. Mais quand on est dans les sciences qui touchent un tant soit peu à la réalité et à la réalité dans sa totalité, il n'est pas vrai qu'on peut avoir une position neutre. Aussi chercheur se revendique-t-on. C'est absolument pas vrai. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de déclarer son histoire, ses attendus, son point de vue. On continue à faire croire que, et évidemment, on s'efforce d'être chacun soigneux quand on écrit quelque chose, quand on s'exprime. Mais il n'est pas vrai qu'il y a une objectivité. Et revendiquer cette objectivité, c'est récuser une altérité, c'est-à-dire l'authenticité aussi valable que la mienne d'un point de vue que je ne comprends pas, que vraiment je ne comprends toujours pas, etc. Ça peut être le genre de choc de ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire j'arrive en Jordanie, oui, les études de genre, non, foncier ici, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc là, il y a vraiment une discordance des points de vue qui ne peut pas se ranger dans un universalisme. Il faut accepter la différence. Et alors un pendant de ça, ou quelque chose qui marche vraiment de façon extrêmement concomitante, c'est qu'on considère en gros que chaque discipline fonctionne comme un vecteur. C'est-à-dire un vecteur dans un espace vectoriel, je peux le prendre, je peux faire ce que je veux avec, ça n'a aucune influence sur tout le reste. Dans la réalité, quand on attrape quelque chose et qu'on le remue, on bouge tout le reste. Et à partir du moment où on réclame cette universalité, c'est-à-dire qu'il y a un seul socle dans lequel on peut tout représenter, chaque endroit, à partir de ce moment-là, est indépendant des autres. Effectivement, on peut ne considérer que celui-là et dire voilà, mon résultat d'économiste, c'est que c'est ça, et puis démerdez-vous autour. Ça, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et le pendant, c'est l'interdisciplinarité et le fait que quand on commence à se frictionner à quelqu'un qui est un tant soit peu différent, on passe des heures et des heures à mettre en cohérence le cadre sous-jacent, le socle de notre pensée. Pas la surface des éléments à discuter, mais vraiment le socle, c'est-à-dire notre fond culturel. Et donc le fond culturel occidental, il est extrêmement comme ça aujourd'hui. Et quand on parlait tout à l'heure, Denis parlait de passeur, de traducteur, c'est le drogman, c'est l'ambassadeur qui comprend ce que veut dire l'un et l'autre et qui fait une traduction en fait. Voilà. On a beaucoup de peine aujourd'hui, pour faire un parallèle, mais qui est à peine une transposition, on a beaucoup de peine aujourd'hui à accepter la véracité, la prégnance du mythe de Babel. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on ne se comprend pas. Et quand on a des conversations, si on veut bien regarder, il y a au moins jusqu'à 90% qui est de l'ordre du quiproquo. Ah oui, mais non, je voulais dire ça, etc. etc. Et c'est uniquement quand on est dans un petit cénacle extrêmement rodé à lui-même qu'on communique et qu'on a le plaisir d'une communication efficace. Aujourd'hui, on vit imbibé de l'idée que la traduction automatique, ça marche. Autrement dit, c'est une machine, c'est fixé une fois pour toutes et c'est direct.
Et il faut quand même se rendre compte que c'est une illusion, parce que la traduction automatique, c'est fondé sur des gigantesques corpus de textes qui ont été traduits à la main, laborieusement par des humains. Et ça marche pour toutes les phrases communes, entendues. Ouais, quand on dit ça, ça veut dire ça correspond à peu près à ça, etc. Donc tout ce qui a été rodé et qui est une transaction courante. Dès qu'on a quelque chose d'un petit peu sophistiqué, en fait, ça marche pas bien. Et surtout, il faut comprendre comment ça marche. C'est pas une traduction automatique. Il n'y a aucune machine qui comprend le texte et qui donne la traduction. Et en vivant comme ça, on croit que il n'y a aucun problème à communiquer, à parler, à traduire, à reconnaître la difficulté à comprendre autrui. Et ça marche comme comment dire, de personne à personne, de civilisation à civilisation. L'élan colonial européen au travers du monde, ça a été ça. Ils n'ont pas encore compris l'universel que nous détenons. C'était à peu près ça l'attitude coloniale. Voilà, donc c'était pour pointer ce travers que l'on a et qui explique pas mal de choses qui se déroulent aujourd'hui dans notre monde. En fait, le fait que les choses turbinent toutes seules et qu'on pense que c'est en les laissant aller comme ça et que personne ne se soucie d'avoir une pensée qui intègre l'ensemble et qui fait un récit qui est nécessairement une très grosse réduction de la réalité, comme toute représentation, comme tout récit, mais qui a une cohérence et qui guide une ligne de conduite. Ça, c'est vraiment une grosse maladie dont on peine à se relever. Et d'où, le terme n'a pas été dit, mais d'où les situations de dissonance cognitive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept de psychologues, donc, qui ont fait une observation, c'était dans les années 60, je crois, ils ont fait une observation sur une secte en Californie qui annonçait que la fin du monde allait se dérouler, mettons, le 25 décembre, voilà. Et qui faisait pas mal de prosélytisme pour ça. Et puis, le 25 décembre est arrivé, et le 26 au matin, ils étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont renforcé leur prosélytisme, ils étaient encore plus convaincus et c'était encore plus vrai. Ce qui n'est pas tout à fait le premier réflexe que l'on a dans les raisonnements typiques, toujours du même type que l'on mène en Occident, qui est j'applique une contrainte, ça réduit, je la pousse dans le sens, ça augmente. Donc des idées de système asservi direct, avec une fonction statique. On s'attend à ce que ça s'écroule. Ben non. Et il y a énormément d'exemples de ce type-là, ce qui montre une caractéristique de notre cognition qui a ses côtés bénéfiques, mais qui peut avoir ses travers. Voilà. Donc, on peut parler de dissonance cognitive. Globalement, on peut exprimer que sur tout un tas de points, la culture occidentale aujourd'hui est en état de dissonance assez majeur. C'est pas difficile de trouver des exemples. Je ne tente pas. Voilà. Merci Vincent. On a Denis qui nous a mis un message dans le chat comme quoi il avait dû partir. Et on avait de toute façon un créneau d'1h30, donc peut-être aller vers une conclusion. Ouais. Non, pas de conclusion. Je pense que la discussion est intéressante et je me vois, en tant que je mets mon chapeau praticien de l'ILC basé au FIDA, je me vois entièrement là-dedans. Quand Denis parle de passeur, de traducteur, etc., c'est le travail que je fais en ce moment. Et je ne le fais pas pour le foncier, je le fais pour les données complémentaires. Et donc c'est l'effort que je fais dans un endroit comme UN Data, HLPF, High Level Political Forum, etc., où on se bat pour la reconnaissance d'autres types de données. Et comme je l'ai dit, il y a 5 ans, on pensait que c'était une bataille perdue. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est demandé à contribuer à ces forums. Parce que je pense que les gens commencent à connaître mieux, voient que le travail qu'on a fait pendant 5 ans est très solide. Mais 2, parce qu'ils ne s'en sortent pas, ils n'arrivent pas à rapporter aux ODD, ils n'arrivent pas à influencer les politiques avec
leur evidence-based data, etc. Et voilà, il y a un besoin mutuel et ça commence à prendre forme. Juste un point, Vincent, que tu parlais au début, c'est qui détient l'information, etc. C'est important. Et donc, un aspect dont je n'ai pas parlé, peut-être un peu à travers les peuples autochtones et la propriété des données, c'est l'importance des sphères de la gouvernance de ces projets. Donc dans Landex, Landmatrix, Landmark, tous les projets qu'on a à l'ILC, il y a un énorme effort sur la construction de ces projets, justement pour montrer que certaines communautés, comme les peuples autochtones ou autres, investisseurs pour Landmatrix, etc., font partie de ces sphères de prise de décision au niveau projet, que c'est eux-mêmes qui détiennent l'information, c'est eux-mêmes peuvent interagir sur comment l'information est gérée, sur les plateformes, ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, comment on l'utilise, etc. Et ça aussi, ça prend énormément de temps et qui n'est pas de la recherche. Là, on est en train de mettre en place, et ça peut vous intéresser tous, un nouveau rapport, le Global Land Governance Report. Donc c'est un rapport comme le World Development Report, etc. Donc avec la FAO, l'IEC, etc. Et là, ça fait 1 an qu'on met en place le système de gouvernance et de représentation des acteurs au sein de cette initiative. Et on n'a pas encore touché au rapport même, mais juste pour montrer comment c'est important de réfléchir à ce niveau-là, afin, si un jour ce rapport sort, il est accaparé, il a un impact, etc. Voilà, moi je suis content de ce petit exercice, ce petit séminaire. D'avoir pu présenter ça, de voir l'intérêt autour des données, mais également, comme le dit Denis, de discuter cross-unité, Tétis, Ardev, sur des questions qui sont communes et qui tentent souvent d'être oubliées, parce que, comme le disait Denis, c'est souvent pas vu comme le travail du chercheur, etc. Mais on voit de plus en plus que c'est important si on veut vraiment avoir un impact de nos travaux. Donc ça a continué. Denis dit qu'il ne sait pas comment, mais on verra avec Jérémy comment le faire. Je pense que nous, on va s'investir de notre côté un papier sur cette question, et c'est peut-être bien d'utiliser ce papier, de le faire circuler comme base pour continuer ces discussions-là. Voilà. Merci tout le monde et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Hard. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je pense qu'on organisera une petite session de travail Ardev Tétis à la rentrée. Très bien. Très bien. Okay. Merci Pierre, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Salut tout le monde.